Bien, bonjour jeunes gens, jeunes filles et moins jeunes gens et moins jeunes filles. Donc effectivement, je suis Pascal Charouin, je suis maître de conf au STAPS Saint-Étienne, désolé. Et bon, ma venue, je me présente pas comme un spécialiste des activités physiques adaptées. Moi, en termes d'enseignement, je suis plutôt sur la prépa CAPES à Saint-Étienne, M1, M2 et à Greg aussi. Mais il m'est arrivé quelquefois d'avoir l'occasion de bosser un peu sur le handisport. Sachant que, et j'en suis encore désolé, mais Saint-Étienne est une place forte du handisport. J'en dirai juste un petit mot d'une minute tout à l'heure. Voilà, je tiens à remercier aussi les gens qui m'ont invité, en particulier notre Fred Delorme, qu'on a la chance de se partager entre Lyon et Saint-Étienne. C'est quelqu'un qui est précieux, on va dire, à tous les points de vue. Je ne vais pas vous agacer très longtemps parce que je sais que globalement, l'histoire, c'est pas un truc véritablement bandant, si vous me permettez ce terme. Ça énerve plutôt les gens, donc je vais faire très très vite sur la partie historique pour venir davantage sur la question qui est posée, c'est que finalement, est-ce que les JOP 2024 peuvent être un tremplin pour le handisport. Sachant qu'évidemment, comme l'a dit tout à l'heure une des jeunes filles organisatrices, qui sont très charmantes d'ailleurs, je les ai eues par visio, elles sont super gentilles. Évidemment, le propre des colloques et des journées d'études, c'est de poser des questions, mais on n'apporte jamais de réponse. Donc autant vous le dire, vous allez de toute façon ressortir déçus de la journée. Je prends le risque de le dire par rapport à mon intervention perso, mais aussi par rapport à celle des autres, parce que les universitaires sont des emmerdeurs, c'est-à-dire qu'ils aiment bien se poser des questions, mais ils ont plus de mal à y répondre. Voilà. Très rapidement, vous dire que l'histoire du handisport, c'est le fruit d'une quadralectique. Alors, une dialectique, c'est quand on oppose un truc à un autre, par exemple Lyon et Saint-Étienne, ça c'est une dialectique. Une quadralectique, c'est quand on va opposer quatre choses. Et il semble que le handisport ait été tiraillé entre quatre dimensions. Une dimension thérapeutique, c'est-à-dire l'exercice physique pour aider effectivement les gens en situation de handicap. Plutôt cette dimension défendue par les médecins, même si tous les médecins ne sont pas dans ce trip-là. Une dimension, j'allais dire, plutôt intégrative, qui est quelque chose d'un peu militant et qui suppose qu'on aménage des lieux pour que les personnes en situation de handicap puissent rentrer dans une salle. Par exemple, comment quelqu'un ici qui est en position de handicap peut-il entrer dans cette salle? S'il descend par les escaliers, qu'il est aussi maladroit que moi, en plus avec un fauteuil, il risque de... Donc on lui a prévu un chemin d'accès. La dimension également ludique, ce qui est très importante, qui a été développée par certaines personnes, j'y reviendrai un petit peu dessus. Et enfin, évidemment, la dimension compétitive. Et là, il ne faut pas se le cacher. Dans le cadre des JOP 2024, les athlètes eux-mêmes, moi j'en ai entendu pas mal qui ont témoigné, les athlètes en situation de handicap, eux, ce qui les intéresse, à la limite, au-delà de militer pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Alors je sais qu'on n'a pas le droit de le dire, il faudrait tout le temps dire personne en situation de handicap, mais pour éviter de faire trop long, tant pis, et je suis désolé pour ce raccourci. Eux, globalement, ce qui les intéresse, c'est la médaille. Le reste, la dimension militante, etc., elle va quand même passer au second plan. Alors, très rapidement, deux petites classifications. Une séparation très nette en France entre la Fédération française handisport, qui regroupe un ensemble de sportifs en situation de handicap. Mais, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans une définition trop théorique. Pour faire simple, c'est des gens qui doivent s'adapter aux modalités des pratiques sportives. Ça veut dire que c'est des gens qui comprennent le règlement d'un sport collectif, par exemple. Et à eux, j'allais dire, de se démerder, de s'adapter pour pouvoir pratiquer. Même si, évidemment, on peut aménager des règles, style autoriser 2 rebonds au tennis, par exemple, alors que pour les valides, il n'y en a qu'un. Et puis, deuxième fédération, c'est la Fédération française du sport adapté, où là, on a plutôt affaire à des gens qui ont un handicap de type mental
et qui ne comprennent pas l'activité. Donc à ce moment-là, c'est véritablement l'activité qui doit se mettre au service de la personne handicapée parce qu'elle ne comprend pas. Et bien sûr, à l'intérieur des Jeux Olympiques, cohabitent parfois ces deux populations, mais j'ai l'impression, pour moi, c'est un peu deux épreuves différentes. Le dernier point que je voulais mentionner, je vais aller très vite. Aujourd'hui, il y a une classification internationale qui a été adoptée par 200 pays, autant dire quasiment la totalité de la planète, qui distingue 4 types de handicap. Celle qui touche à la fonction organique, fonction mentale, sensorielle, digestive, qui est plutôt du domaine du fonctionnement corporel plutôt. Deuxième chose, la structure anatomique, structure du système nerveux, structure liée au mouvement. C'est plutôt ce qui est lié là directement au problème de la motricité. Et puis une troisième classification qui est l'activité et la participation active. C'est-à-dire qu'on essaye des gens qui ont des problèmes de communication, aussi de mobilité, et pour qui il faut identifier les dysfonctionnements et tenter de les régler. Et puis une quatrième classe, c'est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Alors grosso modo, là, je ne peux pas vraiment dire que c'est quelque chose qui représente des types de handicap. Les facteurs environnementaux, c'est qu'est-ce qui nous fait dire qu'à un moment donné, on est en situation de handicap ou pas. C'est-à-dire, cette catégorie-là en appelle plutôt un clin d'œil aux valides qui doivent faire un effort pour rendre leur activité accessible, pour rendre l'amphithéâtre Pierre Arnaud. J'en profite pour le remercier là où il est, parce que c'était quand même mon patron de thèse. Et on essaye, grosso modo, de dire aux personnes civiles, débrouillez-vous pour créer un environnement qui nous permette de pouvoir utiliser notre motricité, etc., etc. Donc, incontestablement, la dimension du handicap a grossi considérablement. C'est-à-dire avant, même quand je dis avant, dans les années 60, 70, ce type de classification, c'était simple. Il y avait le handicap physique et le handicap mental. Point barre. Ça arrêtait là. Parce que moi, j'avais un copain qui était en fauteuil, donc je me souviens très bien de ça. Mentionnons également un autre point, et je terminerai là-dessus, c'est que depuis quelques années plutôt, je dirais depuis 40 ans, voire même plus, on assiste à un rapprochement entre le monde olympique valide et le monde du handisport. J'en veux pour preuve, par exemple, qu'il y a certains dirigeants du CIO qui font partie aussi du comité d'organisation des Jeux paralympiques. C'est-à-dire qu'ils sont présents sur les deux structures. Et incontestablement, les deux structures se rapprochent de plus en plus. Alors, combien de temps il me reste ? Non, mais dis-moi pas, sinon moi je vais tenir 3 heures. Hein, donc. Il y a le temps, ok. Alors, dans un premier temps, au départ, c'est vrai que l'exercice physique est essentiellement une thérapie pour les mutilés de guerre. On aurait pu penser qu'au départ, on crée des exercices physiques particuliers pour des gens qui sont handicapés de naissance. Eh bien, c'est plutôt les circonstances, et là notamment les circonstances militaires, qui créent la structuration, l'institutionnalisation, le début d'institutionnalisation du handisport. Et notamment un truc qui a joué un rôle considérable. Alors bien sûr la guerre de 1870, mais surtout la guerre de 14-18, puisque très souvent les poilus qui revenaient de la guerre, enfin ceux qui revenaient, il y en a quand même 1,4 million qui n'y sont pas revenus, et 2 millions en Allemagne, beaucoup étaient sourds. Parce que le problème, c'est que comme le sport durant la guerre de 14-18, c'était surtout de se lancer des grenades et accessoirement jouer sur l'arrière-front au foot, au rugby, faire de la boxe avec les Anglais, les Américains, mais c'était surtout du lancer de grenades. Et évidemment, une grenade, même si elle ne vous touche pas directement, quand elle explose à côté de vous, vous prenez un sacré paquet de décibels. Donc des gens, notamment sourds, au retour des grands conflits mondiaux. Ainsi,
Une première... alors, c'est pas... Oh, je vais la viser. Non, je vais passer parce qu'elle ne sert pas mon propos. On va laisser tomber. Si je retrouve ma feuille, je suis un peu comme les hommes politiques qui disent « Merde, où c'est que j'en suis ?» Oui. Suite au conflit de 14-18, par exemple, on a créé l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui va inspirer la création des fédérations sportives sourdes de France. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1924, se déroulent les premiers Jeux silencieux à Paris, sous l'égide du Comité international des sports des sourds. Et je vous l'ai expliqué, les raisons, c'est que les obus, les grenades ont mis à mal l'ouïe des soldats, et on a commencé effectivement à se préoccuper de ce type de handicap. Mentionnons aussi le rôle particulièrement important. Alors, je ne sais pas si vos profs ici vous en parlent. Je sais que vous êtes, nous à Saint-Thé, les activités physiques adaptées, pour être franc, mais ce n'est pas une critique, hein, sont plutôt axées très physio, bioméca, très sciences dures. À Lyon, c'est plutôt panaché. J'aurais presque même tendance à dire que les sciences humaines et sociales ont davantage d'importance. Mais malgré tout, ce qu'on connaît généralement, enfin moi ce que je dis à mes étudiants et mes étudiantes stéphanois et stéphanoises, c'est le rôle de Ludwig Guttmann, qui est un neurochirurgien anglais et qui a dirigé le département de physiothérapie de l'hôpital de Stoke Mandeville en Angleterre. Ville pas perdue, mais enfin un petit peu au centre de l'Angleterre, et qui est très tôt a marqué son intérêt pour le sport dans l'accompagnement des blessés médulaires. Évidemment, il a été conforté par évidemment les catastrophes qui sont survenues et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et incontestablement, comme dans le domaine du sport valide, les CAC, les Kings, c'est les Anglais. Aujourd'hui, on est hyper influencé, nous, par les Américains en termes de sport, voire même par les Asiatiques, pardon. À l'époque, c'est l'Angleterre qui nous influence. Et j'allais dire que les Anglais ont inventé le sport avec, d'une certaine manière, Thomas Arnold, etc., etc. C'est eux qui ont codifié pour la première fois un sport, le football association, en 1863. Donc, j'allais dire, ils ont inventé le sport valide. Rien de surprenant à ce qu'ils inventent également le sport pour les gens en situation de handicap. Et d'ailleurs, ce leadership de l'Angleterre, on l'a très bien ressenti. Alors, peut-être pas vous, parce qu'on est en quoi, 2024, vous aviez 12 ans de moins, je ne sais pas quelle préoccupation vous aviez dans votre vie. Mais les Jeux Olympiques de Londres en 2012 sont cités. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012 sont cités comme des Jeux Olympiques exemplaires pour le handisport, en termes notamment d'audience, qu'on appelait l'audimat. Alors aujourd'hui, l'audimat, c'est un truc hyper compliqué, parce que comme de toute façon, alors je parle aux plus jeunes d'entre vous, on sait que vous ne regardez pas la télé, donc aller calculer un taux d'audimat de TF1 contre France 2 un soir de semaine, entre envoyé spécial et puis je ne sais pas quoi, c'est quasiment impossible. En 2012, on peut encore le faire. C'est-à-dire que les jeunes et les vieux, a fortiori, regardent encore la télé. En 2024, moi j'ai même quand je parle à mes étudiants du dernier résultat de la Saint-Étienne, avant ça les branchait, aujourd'hui ils s'en foutent complètement. Même les Verts, parfois ils savent même plus ce que c'est. Ils me disent mais les Verts c'est les écolos alors. Je dis non, c'est les petits hommes verts, les 11 contre 11 dans le chaudron, etc. Bon, enfin, c'est un peu compliqué. On a également en France du leadership de certaines régions. Alors, il y a une ville qui est aujourd'hui très dynamique, c'est Strasbourg. Et en tant qu'étudiant en APA ou APAS, vous connaissez parce que c'est de l'UFR STAPS de Strasbourg qu'est née l'association Ciel Bleu, qui embauche une palanquée de mecs et de nanas issus des APA. Alors, pour vous donner un exemple, même ma fille, moi, elle a été embauchée par Ciel Bleu. Et Dieu sait que mes enfants ont à subir la difficulté d'avoir un père comme moi. Et ben, même Ciel Bleu l'a quand même pris, l'a quand même embauché. On peut également citer Montpellier, pour d'autres raisons.
On peut citer également la région du Doubs et du Jura, et puis comme je suis hyper chauvin, mais pas derbiste, jamais été anti-lyonnais ni quoi que ce soit. Mais oui, Saint-Étienne a joué un rôle majeur. La raison est toute simple, c'est qu'à Saint-Étienne, il y avait beaucoup d'accidents du travail, c'est-à-dire dans le milieu de la métallurgie, le milieu de la mine, il y avait énormément d'accidents du travail et les collectivités locales ont fait pression sur l'hôpital public pour qu'il y ait la création des services de MPR, des services de réadaptation, et le service à Saint-Étienne est encore extrêmement dynamique. Donc sous la pression, on a dit bon, écoute, on habite dans un bled où les gens ils perdent un bras, ils perdent une jambe, etc. Il faut absolument faire quelque chose. Du coup, il y a quelques régions qui sont plus, j'allais dire, plus attachées, plus sensibles au handisport. Deuxième point, ça j'allais dire c'est la dimension un peu historique. Le deuxième point est plutôt sportif. J'appelais ça la personne en situation de handicap au centre d'un système sportif. Tu me dis combien j'ai de temps ? 4 minutes. Bon, on va faire vite, vous inquiétez pas. Incontestablement, dès 1948 d'ailleurs, avec l'exemple de Stoke Mandeville, ce sont les Britanniques qui ont commencé les premiers à institutionnaliser le sport handicapé. En France, il y a des gens qui ont joué un rôle et qui n'étaient pas touchés par le handicap, notamment Georges Hébert, dont on a dû vous parler avec sa méthode naturelle, qui a travaillé aussi sur ce type de problème, etc. Le rôle joué aussi par certains acteurs, notamment Philippe Berthe, qui était un mutilé de guerre après la guerre d'Indochine et qui a œuvré lui aussi pour la structuration du sport, du handisport. Il y a aussi des gens valides, comme Georges Hébert d'ailleurs, mais qui n'avaient pas du tout le même statut. Il y a eu toute la période Herzog, De Gaulle, Crespin, Borotra, qui ont, vous le savez, on a dû vous le répéter en première et deuxième année, qui ont sportivisé la société civile, qui ont sportivisé aussi l'éducation physique, et qui ont dit aussi aux personnes en situation de handicap, écoutez, nous on veut tout sportiviser, donc vous aussi, il s'agit grosso modo de vous bouger le cul. Donc très clairement, il y a eu un appel très volontariste de ce côté-là. Et incontestablement, ça a conduit à la création de pas mal de choses au plan sportif. Si on se situe maintenant au niveau international, là je vais hyper vite, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes obligé, quand vous organisez des Jeux Olympiques, de rajouter le P à la fin pour Paralympique. Cette obligation, parfois, il y a des jeux, par exemple au Jeu de Rome en 60, il y a eu les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mais c'était purement un hasard. Pareil à Sarajevo pour les Jeux d'hiver. Là, c'est plus un hasard, c'est une obligation. Donc tu sais, quand tu candidates en tant que ville organisatrice, tu sais que tu vas devoir organiser derrière les Jeux Paralympiques. Comme il me faut gagner du temps, je ne veux pas trop vous embêter avec ça, sur les différentes dates qui ont obligé et contraint au départ, hein, bien sûr le mouvement olympique, à intégrer totalement et également les Jeux Paralympiques. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une très grosse opposition. Aujourd'hui, elle a tendance un petit peu à se ramollir, entre guillemets, entre les thérapeutes et les sportifs. En gros, pour faire simple, les soignants se situeraient plutôt en majorité du côté des thérapeutes et les concernés, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, se situeraient plutôt du côté de la compète, de la performance. Même s'il faut relativiser, hein. Je veux dire, ce qu'il faut savoir quand même en France, et je vais être très frimeur, en fait, l'avenir, c'est pas les handicapés, les personnes en situation de handicap, l'avenir, c'est moi. Pas moi directement, mais ma génération. Parce qu'en fait, pour vous, l'avenir, c'est les vieux. Pourquoi on a créé le sigle APAS ? Parce qu'en fait, tout simplement, on sait que, grosso modo, il y a 2 à 3% de personnes qui sont répertoriées comme handicapées, et il y a 33% de vieux ou de gens qui vont le devenir, comme moi, même si dans ma tête, je suis resté jeune. Mon corps, lui, me rappelle que je ne suis pas tout jeune.
Donc incontestablement, on a cette modification véritablement où le handicap peut être un handicap lié même à l'âge. On peut mentionner aussi, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, qu'il y a eu à un moment donné une scission à l'intérieur de la Fédération française handisport. Alors évidemment, toujours les mêmes emmerdeurs. C'est Yves Nem, qui est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans le handi sur Saint-Étienne et qui a créé sa propre fédération. Il a même organisé, je ne sais pas, Fred pourrait nous le confirmer, mais 4 grosses manifestations sur Saint-Étienne, et en dissidence par rapport à la Fédération française handisport classique, d'une certaine manière. Et lui, il était moins dans le trip compète, il était dans le trip organiser des rencontres, donc dans la dimension internationale, et il était aussi dans un trip aussi la personne en situation de handicap comme sportsman. Celui dont Coubertin disait qu'il était capable de tout faire, de courir, de pédaler, de faire une conduite de balle, du dribbling, etc., etc. Il était plutôt sur cette dimension-là. Après, rapidement, pour des raisons qu'on peut deviner, il y a eu besoin de rapprocher ces 2 fédérations qui, de nouveau, ont fusionné finalement pour le bien de tous. Il n'y avait pas de quoi. Le monde du handisport ne pouvait pas se payer le luxe de se séparer. C'était impossible, sinon ça ne jouait pas. J'en arrive au dernier point, vraisemblablement, enfin, sans jeter des fleurs, c'est le point peut-être le plus intelligent de ce matin, enfin, pas de ce matin, de ce que j'ai dit ce matin, parce que derrière moi, il y a des gens intelligents, il y en a plein. Aujourd'hui, incontestablement, il se pose un problème en termes de handisport. Soit vous choisissez la popularité, mais vous n'êtes pas dans une situation égalitaire. Soit vous choisissez l'égalité, mais vous avez un plateau où il n'y a personne. Je m'explique. Aujourd'hui, on est obligé de rationaliser les types de handicap. Par exemple, fauteuil roulant, qu'on va classer dans une grande catégorie incapacité de servir de ses membres inférieurs. Je vous donne un exemple précis. Le tennis, il y a un mec qui a aujourd'hui 53 ou 54 ans, qui se fait battre maintenant par un jeune qui a 25-26 ans, mais qui a régné sur le handi-tennis, le tennis en fauteuil pendant des années, pour une raison assez simple, c'est qu'il n'avait pas exactement le même type de handicap que les autres. C'est-à-dire qu'au niveau abdominal, il était hyper fort. Les abdominaux avaient été absolument pas touchés. Et de fait, quand vous avez des abdos, quand vous êtes gainé, quand vous balancez un coup droit, ça peut partir très vite. Et il rencontrait des gens qui étaient effectivement sur un fauteuil roulant, mais qui, eux, n'avaient pas exactement le même handicap. Donc, ça veut dire qu'on crée véritablement de grandes différences. Pour éviter cela, il faudrait trouver un moyen de classer très précisément le handicap. Par exemple, si je m'adresse à vous dans cette salle, je dis, voilà, il me faudrait des gens à qui manque l'index de la main droite. Et on concourrait tous ensemble. Puis je vous dirais, ceux à qui manque l'index de la main gauche. Puis après, je dirais le petit doigt du pied droit, le petit doigt du pied gauche. Autrement dit, si vous faites ça, vous ne trouvez plus personne. Il faut quand même que sur un stade, que les lignes soient utilisées. Le problème de cette démarche, c'est qu'elle est très égalitaire, puisqu'au départ, vous mettez des individus assez semblables, évidemment. Le problème, c'est que vous n'avez personne, parce que vous êtes obligé d'aller chercher des handicaps qui sont très, très spécifiques. Et quand vous regardez une compétition handisport, moi ça m'arrive, évidemment, même si on en voit peu à la télé, on est tout de suite paumé, ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans les types de classement. Et ça, la télé fait pression pour dire, écoutez, vos trucs, les T30, T40, on n'y comprend rien. On a l'impression de voir 50 fois les mêmes gus qui jouent au tennis de table, par exemple, etc. Parce que, effectivement, se pose ce problème d'avoir beaucoup de gens, ou au contraire peu, en donnant des types de handicap précis. Donc c'est le gros problème aujourd'hui. Pour moi, c'est ça, le défi à relever, c'est comment rationaliser les types de handicap sans créer de l'inégalité.
Enfin, dernier point, c'est un point un peu philo. Nous sommes tous des handicapés. Alors moi, en ce moment particulièrement, parce qu'on m'a découvert un boyau qui est en train de me pousser au niveau de l'aine, une hernie inguinale, une saloperie qui sert à rien, qui fait pas mal, mais qui va m'obliger à arrêter mes activités de voile et de volleyball pendant au moins un mois, ce qui risque de me déprimer fortement. Mais dans tous les cas, vous aussi, vous êtes, même si vous n'avez pas de hernie inguinale aujourd'hui, vous êtes en situation de handicap. Tout ça pour vous dire que être handicapé, c'est aussi par rapport à la norme. Nous sommes tous, par exemple, nous avons 2 handicaps majeurs qui ne nous dépriment pas. Quels sont ces handicaps? Le premier, l'impossibilité de voler. Sauf pour ceux qui savent faire du delta, du parapente. Et encore, c'est dur parce que prendre son envol, il faut prendre une pompe, c'est compliqué. Est-ce que, dans la mesure où personne d'entre nous ne sait voler, est-ce que ça nous déprime de voir les oiseaux voler? Moi, personnellement, j'avoue, non. Il y a des choses qui me dépriment, mais pas ça. De la même manière, j'arrive pas à lire ce que tu as écrit. Non, mais je suis aveugle en plus, donc moi je suis vraiment... ça y est, c'est fini. Hein. Il faudrait juste un petit peu accélérer pour... Ok, c'est terminé. Et puis, donc, dernière chose, on n'est pas non plus... on est pourtant handicapé, on ne sait pas rester 3 heures sous l'eau, comme les poissons. Et pourtant, on ne se considère pas en situation de handicap. Tout ça pour dire que le handicap s'envisage autour aussi également d'une relation entre une minorité et une majorité. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été assez trop long.